Salut Bissam, bonjour à tous. Quel meilleur moyen de commencer cette vidéo au domaine de l'envol que de commencer sur ce grand cru Vineck-Schlossberg qui est magnifique, situé à Katzenthal dans le Haut-Rhin. Nous partons à la rencontre de Catherine, Raphaël et Daniel du domaine de l'envol, un domaine issu de la réunion de deux familles autour de respect de la nature et de pratiques bio puis biodynamiques. Nous parlerons principalement dans les deux vidéos à venir de la cuvée Gewürztraminer de macération sur le Letzenberg, qui est la bouteille sélectionnée dans le coffret Jus de la Vigne. Pour rappel, Jus de la Vigne, c'est quoi? C'est 2 bouteilles par mois. C'est le moyen de soutenir cette démarche, le vin naturel, bref, plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. Catherine, vigneronne et passionnée de nature et de photographie. Je me suis installée en 2016 avec ma famille, mon compagnon, mon frère et mes parents. On a créé notre domaine dans l'objectif de vinifier et proposer des vins qui ont une vraie personnalité. J'ai toujours été dans le milieu du vin, j'ai travaillé pour plusieurs vignerons indépendants, dont le domaine Émile Beyer à Eguisheim. Dans l'intervalle, avant la création du domaine, je travaillais en tant que VSD dans une cave coopérative, donc ça veut dire vendredi, samedi, dimanche, ce qui m'a permis de travailler la semaine dans les vignes, dans le vignoble de mon compagnon et de ma famille. Donc pour toi, le vin, c'était évident depuis toute petite? Comment ça se Pas toute petite, la nature, oui. Je me suis toujours intéressée de près à la faune, à la flore. Le vin est venu vers l'âge de 16 ans et s'est confirmé lors de mon BTS technico-commercial à Rouffach. Et j'ai continué par une licence commerce et vin pour prendre un peu de confiance dans la commercialisation. Ce qui m'a attiré le plus au départ, c'était le travail dans la vigne, être à l'extérieur et par la suite pouvoir en fait parler de son produit, de quelque chose qu'on a fait avec toutes nos tripes et de pouvoir l'emmener devant la scène chez les professionnels, les particuliers. C'est un aboutissement de pouvoir présenter ses produits. C'était un plaisir de travailler pour les autres vignerons, mais avoir ses produits, c'est un aboutissement et une fierté. Daniel Hirsinger, du coup le frère à Catherine et beau-frère à Raphaël. Parcours professionnel, je travaille dans les vignes en tant que viticulteur avec mes parents depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours baigné dedans. La partie vinif, elle est arrivée vraiment suite à la rencontre du coup, de Catherine et de Raphaël, qui m'a vraiment ouvert les portes de voir l'après-vigne, pas juste le raisin qu'on ramène et qui est pressé, on ne voit plus le produit après, au final, on ne sait plus ce qui est quoi. Ouais, depuis 5 ans maintenant, on vinifie et du coup ouais, c'est une super grosse satisfaction de pouvoir voir le produit final concret de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Moi je suis essentiellement dans les vignes du coup, mais après on s'entraide, il y a des travaux, il faut être à plusieurs, donc quand il y a plus besoin en cave, on est là pour aider Raphaël et quand on a eu le temps de venir nous rejoindre dans les vignes, nous rejoindre dans les vignes. Moi alors, je m'appelle Raphaël Marchal, je suis originaire de Pfaffenheim. Et du coup, j'ai fait un BTS en viticulture œnologie et j'ai fait la même licence que Catherine, donc en vin e-commerce. Et j'ai commencé à travailler en fait dans une cave coopérative chez Westheim, sur le site spécialisé sur Crémant. La vigne ne m'attirait pas plus que ça, c'était plus un peu quand j'étais petit, le mercredi après-midi quand on avait un peu de temps, il fallait donner un coup de main au papa et maman, mais on n'avait pas forcément envie avec mon petit frère. Mais voilà. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu une évidence depuis que je suis tout petit. En fait, mon grand-père vinifiait un tout petit peu de sa production et mettait en bouteille et on le commercialisait, mais voilà, c'était vraiment anecdotique et depuis tout petit je le connaissais, il étiquetait à la main et puis j'étais à côté de lui et il m'apprenait à étiqueter quoi. Donc même quand on est petit, on peut être intéressé par... Voilà, ouais, j'étais un peu fasciné par mon grand-père, sa manière et... Il faisait 25 bouteilles, moi j'en faisais une quoi sur ma caisse, mais voilà, c'était ouais, comme beaucoup, hein, parce que notre grand-père qui est avec nous encore tous les jours, 83 ans, a une énergie débordante. C'est du pur bonheur de l'avoir encore avec nous, de parler du passé, puis ce qu'on lui apporte actuellement. Pour lui aussi, il a les yeux qui pétillent de voir l'aboutissement où on est aujourd'hui. Alors la famille Hirsinger était depuis les années 1920, parce que notre arrière-arrière-grand-père était membre fondateur de la cave coopérative Jean Galler à Ingersheim. Donc la vigne a toujours été dans la famille depuis de nombreuses années. Et la partie bouteille, vinification, c'était Raphaël. Et c'est le fait qu'on unisse nos deux familles qu'on fait du vin actuellement.
Donc même pour les grands-parents, ça va être une fierté aussi. Il l'a toujours à midi sur la table. Hein. Une envol pas forcément étiquetée, mais une bouteille de l'envol sur la table. Pour avoir de l'énergie, il faut ouvrir une bouteille de l'envol tous les midis, c'est ça? Ça donne des ailes. Comme dit, ouais, ça maintient en forme. À 85 ans, il bine plus vite que moi, par exemple. 83, pardon. Puis Daniel s'est intéressé de près à la vinification et ne se voyait pas coopérateur toute sa vie. On avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses et créer l'envol, prendre notre envol. La conversion en bio déjà c'est fait en 2009-2010. Et puis la biodynamie c'est Vincent Flight, notre voisin, qui est un mentor pour mon papa et Daniel. Et puis pour Raphaël un peu plus Jean-François Ganglager à Pfaffenheim. Puis c'est vraiment dans cet esprit de partage et de mettre en commun le savoir qu'on a franchi le pas. Une belle dynamique du coup entre les vignerons du secteur. Oh oui, c'est vrai que les nouvelles générations, on est là pour s'entraider et pas se cacher derrière son rideau, pas regarder ce que l'autre fait. Au contraire, il y a une nouvelle dynamique en Alsace. Granir attaché. Et à quoi ça sert? Alors chez nous en Alsace, nous on marque en faisant du coup cette courbure. Alors déjà, on va maintenir la végétation pour qu'elle puisse pousser de manière verticale. Et puis on va aussi réguler le flux de sève du coup en créant cet arrondi au niveau de l'acrotomie. Donc c'est un phénomène qui fait que la sève va toujours à l'extrémité de notre baguette. Donc il y aura plus de vigueur à l'extrémité. Donc là ce qu'on veut faire c'est retenir plus au début quand même la sève. Il y aura plus de départ là où ça sera plus important pour nous la prochaine bouteille. Parce que si on a tout qui commence ici, l'année prochaine, on va vouloir redémarrer à ce niveau-là du courson, bon, on n'aura pas grand-chose. Du coup, il y en a qui vont se limiter à juste à coucher la baguette sur le fil, puis il y en a qui vont faire carrément la courbure habituelle en Alsace. On peut trouver des cas particuliers, on fait encore des bretzels, ou la coiffe alsacienne en croisant les baguettes, que je sais pas faire, j'ai jamais appris. Nous, vraiment, ce qu'on essaye de respecter, c'est le flux de sève. Toujours avoir un départ de chaque côté du pied, pour un équilibre et avoir une vie qui se fait des deux côtés. Si à partir d'un certain nombre d'années on commence toujours à couper un côté, à enlever tout ce qui pousse, il va simplement dessécher, hein. C'est comme un arbre, si on enlève les flux de sève, il va se dessécher, au bout d'un certain nombre d'années la sève ne pourra plus passer, le pied va dépérir. Alors nous on taille en gueux double et en poussard. Du coup le poussard c'est justement ce respect des flux de sève qui fait qu'on a un pied qui est équilibré de chaque côté, plus toujours un courson. Il y a une quinzaine d'années, quand il commence à y avoir beaucoup de mortalité dans cette parcelle, on a systématiquement recepé, donc on est reparti d'en bas, on a tiré un nouveau tronc et puis 2 ans après on a coupé l'ancien tronc. Ce qui fait qu'on a réussi à bien sauvegarder la parcelle. Alors ici on est sur la colline du Letzenberg, c'est vraiment un lieu où on peut identifier la richesse des terroirs alsaciens, la diversité, suite à l'effondrement des montagnes, puis l'érosion des sommets. On est vraiment en présence d'une richesse de terroirs. Le Letzenberg ici veut dire la dernière colline avant le village voisin qui est Turkheim de l'autre côté et Ingersheim derrière toi. On est sur vraiment de la roche, du calcaire, 100% calcaire. Mais si on passe d'une colline à l'autre, on a une diversité incroyable. En face, on a le Florimont qui est classé Natura 2000, donc Florimont, c'est-à-dire le mont Fleuri. On y trouve toutes sortes de fleurs sauvages comme les tulipes sauvages, les orchidées sauvages, les anémones hépatiques au printemps, ça a déjà commencé il y a 2 semaines. Et on est en présence d'une forêt de chênes pubescents parce qu'on a le même climat qu'au sud de la France. Bon, ici c'est calcaire en face. Quand on descend vers le village, on est plutôt en présence de marneaux calcaires pour finir sur des alluvions granitiques le long de la Fecht. Est-ce que ça va donner au vin le sol calcaire? La puissance, de la générosité, mais étant donné qu'on est sur la face nord, va aussi emmener de la finesse et de la fraîcheur, étant donné qu'on profite du soleil levant du matin. Par contre, si tu regardes un peu plus loin, on a aussi le Sommerberg. Sommerberg qui est granitique.
100% granitique, qu'on retrouve de l'autre côté en fait avec le Wieneck-Schlossberg, le grand cru de Katzenthal. 100% granitique également aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a la chance de travailler sur une belle mosaïque de terroir. Donc là on est sur une parcelle de Gewürztraminer qui a une quinzaine d'années. Ça fait 2 ans maintenant qu'on le vinifie en macération pelliculaire, pour nous donner notre cuvée macération Letzenberg tout simplement. On a gardé le choix de garder le nom du terroir et on est sur une macération de 8 jours. Là je vois qu'il y a un rang sur 2 qui est labouré. Oui, alors pour l'instant voilà, on a une belle surface à travailler aujourd'hui, donc on essaie d'adapter suivant les terroirs les différents travaux du sol. On essaye de buter du coup en hiver, ce qu'on voit un petit peu, ce qui est un peu recouvert, ce qui commence à reverdir au niveau du cavaillon. Et du coup on travaille un petit peu le sol. On est en train aussi de faire des essais de couverts végétaux. Travailler le sol suivant les différents terroirs, ça va pas être du tout la même approche. Là on verra que par exemple sur Katzenthal, là on va essayer d'être très limitant au niveau du travail du sol. On va travailler surtout au printemps, laisser un peu un couvert se former pour pouvoir bien les travailler, vu que c'est très sablonneux et très glissant. Du fait qu'on a une apprentie, on a réussi à mettre un peu en évidence des petits problèmes, voilà, sur certains terroirs, et on réfléchit aussi à travailler un tout petit peu plus tard que ce qu'on fait actuellement au mois de juillet, donc pour remettre un petit coup de minéralisation pour essayer d'avoir un peu plus d'azote dans les mots et avoir des fermentations plus sereines et plus régulières. Comment ça s'est passé les derniers millésimes sur cette parcelle? Donc 18, on a réalisé un premier essai sur ces parcelles. On était en fin de vendange et je voulais faire une macération, essayer de faire une macération. Depuis déjà une année, c'était en réflexion et on a essayé, on avait fait 3 hectos, donc c'est une partie de la parcelle. Et ça a donné un résultat assez intéressant, mais pas abouti. Et du coup, par contre, on est passé à la vitesse supérieure à l'année 2019 avec un beau millésime, pas mal de fraîcheur aussi. Et du coup, voilà, on est passé totalement égrappé. Totalement égrappé, ouais. Parce que là, pour l'instant, on est au début. On va approfondir au fur et à mesure des années les choses pour arriver sur quelque chose peut-être d'un peu plus profond. Voilà, ou un peu plus généreux ou un peu plus tannique. C'est vrai qu'on a commencé à avoir peur fin février quand on avait déjà du 20 degrés. Là on est à 0,2 degrés la nuit, donc ça commence à pleurer légèrement, mais ça n'a pas débourré, donc on est plus serein. On est moins dans le speed, on va dire. Donc la vigne commençait à se réveiller fin février avec la montée des températures vers une vingtaine de degrés, donc la machine, le pied, voilà, s'est remis en éveil et du coup ça a commencé à pleurer, mais voilà, avec la fraîcheur du mois de mars qu'on a eu, ça a permis de ralentir les choses, parce que voilà, j'ai des copains notamment qui sont venus début mars du Minervois, Vivien du Clos des Jarres, il m'a montré des photos où il avait des bourgeons qui étaient vraiment très en avance. On commence à tailler quand même assez tôt, alors on attend forcément évidemment la chute des feuilles et vraiment l'arrêt végétatif du plant. On travaille les sols généralement à ce moment-là quand le temps le permet, justement pour buter, pour éviter vraiment de tasser inutilement un sol. Et du coup, il y a certaines années, on va passer à l'automne, mais si c'est trop humide, on ne passera pas avec le tracteur pour buter, on le fera au printemps seulement. Malgré tout, ouais, on a une taille un peu plus tardive que d'autres. Et on voit l'effet, oui, que les maladies du bois ont tendance quand même à être moins présentes sur les parcelles où on taille surtout en poussard, et on essaye de favoriser sur les Riesling et les Hurts de recéper dès qu'on voit que le pied commence à être en fin de vie ou faible, à commencer à nécroser. Voilà. Un coin où vous passez pas en tracteur, du coup c'est trop pentu pour... On préfère, ouais, pour le travail du sol, on préfère déjà au niveau du sol pour éviter un peu de tassement. C'est un sol granitique aussi, donc on préfère faire au cheval que d'aller même d'acheter un engin. Voilà. Ça tombe pas en panne généralement. Nous voilà de retour au caveau après avoir fait un joli tour dans les vignes, et on va goûter le Gewürztraminer macération Letzenberg 2019. Donc le deuxième essai, sachant que maintenant le Gewürztraminer sur cette parcelle-là, le Letzenberg, sera toujours en macération.
Le but premier, c'était vraiment avoir un Gewürztraminer sec, et c'est le Gewürztraminer sur le terroir donc calcaire, comme on citait tout à l'heure avant, qui a le moins d'exubérance par rapport au marno calcaire qu'on a sur Pfaffenheim, qui est vraiment très exotique. C'est celui-là qui nous confère plus de fraîcheur, donc on estimait que c'est celui-là qui se prêtait le mieux à la macération. Je te sers un verre ? C'est vers ces vins-là où on s'éclate le plus et on se fait vraiment plaisir. Là, on est en présence d'une macération de 8 jours. Totalement égrappé. Moi, c'est toujours l'effet qui me fait, c'est comme si on avait mis un sachet de thé ou une infusion. C'est incroyable le bouquet que ça a, c'est très puissant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup la mangue au nez. Le toucher de bouche, c'est vraiment très très délicat. Les tanins, cet amer, on l'a vraiment seulement au final, un petit peu qui va tapisser les joues. Mais je trouve que l'attaque est vraiment plus sur la fraîcheur, très frais. Du coup, il y aura de plus en plus de macération dans le futur, dans votre domaine, ou pas forcément? Alors, on va rester sur le nombre qu'on est actuellement, sur 4 macérations. On a 2 macérations Pinot Gris, une macération de Gewürztraminer et une en Sylvaner. Ça fait 4 en monocépage. Par contre, on va proposer 2 de plus en assemblage. Comme on disait tout à l'heure, on est dans la réflexion de proposer des vins de terroir mais sur des assemblages, et également aussi réduire la gamme pour avoir une offre qui est plus concrète et vraiment faire des vins que nous on a choisi de faire et pas que le cépage nous oblige de faire un Gewürz sur ce terroir, sur l'autre. Voilà, on veut assembler par terroir un Riesling, un Sylvaner, un Gewürztraminer, ça fonctionne très bien, c'est sur la fraîcheur, très éclatant au niveau du nez, ça vibre, on a l'impression qu'on est au printemps, qu'il y a la lumière qui passe sur les feuilles vertes qui viennent de naître, c'est très beau. La vendange tardive, du coup, est-ce qu'il y a moins de demandes dessus? Est-ce que c'est moins ce qui ça vous intéresse peut-être un peu moins? Alors la particularité de nos Gewürztraminer vendange tardive, c'est par rapport à une vendange tardive classique, on a nettement moins de sucre, beaucoup plus de fraîcheur. Mais c'est vrai que c'est pas les vins, on s'éclate à en faire. Il y a une demande, mais qui n'est pas énorme. Ou encore, l'Alsace, c'est toujours les vins sucrés, c'est toujours le Gewürztraminer. Oui, cette image nous colle vraiment à la peau. Et c'est vrai que la nouvelle génération, on est plus du tout dans ce style de vin, et les macérations nous aident aussi à contrecarrer le réchauffement climatique. Le fait qu'on fasse une macération, les levures indigènes sont présentes avec le mou, le jus, et du coup les fermentations se passent plus rapidement et mieux. C'est vrai que les gens qui viennent nous voir, c'est rarement par hasard, c'est le bouche à oreille qui fait qu'ils ont poussé la porte, ou alors les panneaux qui sont en bord de route où il y a marqué biodynamie, et ils ont un intérêt déjà pour notre univers. Là derrière toi, on peut voir qu'il y a des photographies que tu fais. Est-ce que cette passion et cette vision que tu peux avoir sur la nature t'aide dans ton métier de vigneronne? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que des fois tu peux faire des parallèles? Je pense souvent les amis de la photo ou les amis les plus proches me disent souvent que quand on regarde mes photos, on sait tout de suite que c'est moi. Apparemment, il y aurait une patte, une sensibilité bien particulière. Quand je fais de la macro, donc la macrographie, c'est vraiment se concentrer sur un sujet particulier. Je ne vais pas le faire à 14h, 15h ou à midi, ça sera le matin très tôt ou le soir pour avoir vraiment une belle lumière, une vibration particulière pour sortir le sujet. Refaire sortir en fait la beauté de la nature d'un œil différent. Quand on marche et qu'on voit par exemple une libidule ou une fleur, un orchidée ou une anémone pulsatile, on ne va pas forcément faire waouh, les gens ne s'y attardent pas, et par la photo j'aimerais beaucoup leur montrer que si la beauté elle est sous nos yeux, prenez le temps d'observer, prenez un moment pour vous poser, et il y a des petites merveilles partout qui nous entourent. Pas besoin d'avoir un appareil photo, c'est franchement si, l'appareil photo est nécessaire quand on va faire un peu plus, mais le regard du photographe c'est le plus important, avant tout.